Bonjour, aujourd'hui, je suis avec Sébastien Arcan, professeur titulaire à HEC Montréal. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Emna. Alors, Sébastien, on se connaît depuis plus de 15 ans maintenant. À peu près, ouais, tu étais mon prof de sociologie, Sociología de la Empresa, en espagnol. Effectivement. Un bon sujet pour introduire sur la question des langues. Exactement. Puis justement, je voulais vraiment qu'on se parle à notre balado parce que moi, j'ai toujours aimé la façon dont tu lis les choses parce que tu es un sociologue, tu as un œil de sociologue, mais en même temps, tu travailles à partir d'une école de commerce. Alors, tu as une sensibilité aussi à l'impact de certains enjeux sur les entreprises, sur les travailleurs. Mais peut-être, tu pourrais me raconter un petit peu à quoi tu t'intéresses actuellement. Oui, OK, très bien. Bien, merci. Merci. Je suis content que tu dises ça parce qu'effectivement, c'est un peu ce que j'essaie d'apporter. C'est un regard un peu différent, là. Prétention derrière ça, mais en même temps ancré dans la réalité aussi des organisations. À quoi je m'intéresse? Bien, actuellement, je suis un petit peu plus... je mets un peu plus la focale sur les enjeux linguistiques. Ça a toujours été une préoccupation à la fois personnelle et professionnelle au niveau de la recherche. Mais c'est devenu d'actualité. C'est devenu très d'actualité. Ça l'est, mais là, ça a comme pris un petit peu plus de... On pourra en discuter plus tard. Ça a pris un petit peu plus d'importance, disons-le, comme ça, avec les flux migratoires qui ont changé aussi depuis notamment le COVID et tout ça, là. Mais de manière générale, pour moi, c'est l'inclusion, c'est l'intégration au marché du travail des personnes issues de l'immigration, parce qu'on pourrait parler de plus qu'une génération, puis pas juste des travailleurs temporaires non plus. Puis comment on arrive, en fait, le mot-clé, je pense, c'est, notamment en milieu de travail, c'est la question de la collaboration, en fait. Comment on peut arriver à collaborer ensemble, à faire en sorte qu'il y ait à la fois une intégration au marché du travail, mais aussi une collaboration entre des individus, parfois des groupes aussi, qui ont des bagages culturels, linguistiques différents. Et la plupart du temps, je pense que ça se passe bien, mais des fois, il peut y avoir des petits enjeux, disons-le comme ça. Puis justement, aujourd'hui, on va parler de français, d'immigration, d'intégration. Puis avant de commencer, moi, j'aimerais ça que tu nous brosses un petit peu un portrait. On entend beaucoup parler dans l'espace public d'un certain déclin de l'utilisation du français. Et je me demandais, qu'est-ce que les chiffres nous disent par rapport à notre utilisation du français au Québec, notamment dans nos milieux de travail, mais peut-être aussi ailleurs en société? Qu'est-ce que les chiffres nous disent? Bien, les chiffres nous disent souvent ce qu'on veut lire et ce qu'on veut bien entendre d'une certaine façon. Ah, ben écoute, il y a plein de blagues qui circulent chez les économistes notamment, mais les sociologues ne font pas exception à la règle. Écoute, déjà en partant, moi, je suis co-titulaire d'une chaire de recherche du Québec sur la situation des mots linguistiques et les politiques linguistiques au Québec depuis 18 mois environ, avec mon collègue Richard Marcoux de l'Université Laval, et on a aussi plusieurs co-chercheurs. Alors, notre orientation générale, je ne veux pas parler pour mes collègues, je vais parler pour moi, mais on travaille ensemble, on a une espèce comment je dirais, on se reconnaît un peu intellectuellement sur ça. C'est la question du déclin, on essaie d'éviter le mot. Il y a des transformations, assurément. On est plutôt justement dans ces logiques de transformation, peut-être dans ces nouvelles dynamiques qui peuvent contribuer peut-être à un certain, je dirais, affaiblissement d'une certaine façon dans l'usage du français, mais il faut faire quand même attention. Tu veux dire qu'on ne parle pas nécessairement moins français, mais on le parle différemment? Bien, on peut le parler différemment parce qu'il peut y avoir plusieurs accents. Hein? La francophonie, c'est pas juste... première des choses, il faut rappeler quand même que la croissance démographique au Québec passe exclusivement par l'immigration. Si on regarde dans les derniers chiffres les plus récents, ou à peu près dans les 10 groupes d'immigration, je ne parle pas d'immigration temporaire ici, là, mais les plus importants, les pays d'origine, il y a 8 pays francophones. On pense évidemment les pays du Maghreb. Donc les gens qui viennent de manière permanente ici. Qui viennent de manière permanente. France, Cameroun. Aussi, on a une immigration d'Afrique subsaharienne aussi qui est plus importante maintenant. Est-ce que les gens sont passés par le temporaire, etc.? Là,
je ne pourrais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent s'installer au Québec qui proviennent de pays francophones, donc qui parlent français. Est-ce qu'ils ont besoin d'une certaine mise à niveau au niveau de la francisation? Parfois. Des fois, c'est des expressions. Des fois, c'est aussi un langage plus technique en entreprise, selon les secteurs d'activité, etc. Donc oui, il peut y avoir des enjeux, il peut y avoir des... Mais de manière générale, je pense que de dire qu'il y a nécessairement un déclin, il y a une transformation dans les accents, il y a un certain polycentrisme, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que le français n'est pas juste le français de France ou le français parlé au Québec. Il y a plusieurs types de français, appelons-le comme ça. Il y a une espèce de déclinaison, si on veut. Puis on pourrait rentrer plus tard, là, peut-être dans les effets que ça peut avoir sur le marché du travail aussi, les accents. Hein, il y a des travaux très, très sérieux qui se font sur les questions de glottophobie, par exemple, sur la discrimination basée sur les accents, etc. Donc parler français, mais avec un accent différent. Avec un accent différent peut parfois, encore une fois, je ne veux pas trop tomber dans les généralisations. Donc, il y a ça. L'autre côté, là, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est une certaine forme de plurilinguisme. Donc, plusieurs langues qui sont parlées par des individus, des groupes, dans certains milieux, dans certains secteurs d'activité également. Et puis, une certaine hausse du bilinguisme aussi. Donc, c'est pas nécessairement... Donc, s'il y a une transformation de l'usage du français à proprement parler, elle ne se fait pas en faveur d'une montée de l'anglais, mais plutôt d'une montée à la fois du bilinguisme. Donc, parler français et anglais à la fois. Et du plurilinguisme, donc avec une langue tiers, voire deux autres langues aussi qui s'ajoutent au français et à l'anglais. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit se dessiner là, actuellement, davantage que de dire, parce que les derniers chiffres de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, sur les usages langagiers, c'est à peu près 93 % des gens c'est plus de 90 % des gens qui sont capables de tenir une conversation en français. Puis ça, c'est à travers le Québec. À travers le Québec, effectivement. Mais est-ce qu'à Montréal, c'est différent, par exemple? C'est certain qu'à Montréal, il y a une petite baisse, mais en même temps, la baisse n'est pas très significative non plus. Ce qu'on va voir à Montréal, en milieu de travail notamment, c'est une montée du bilinguisme, assurément. On va utiliser davantage l'anglais, mais pas davantage que le français. Le français demeure la langue majoritaire dans les milieux de travail, mais il y a un apport de l'anglais davantage. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au bilinguisme. On peut l'expliquer assez facilement, je pense, avec l'internationalisation des entreprises, le fait que les entreprises qui sont basées à Montréal, c'est pas juste à l'interne avec leurs propres employés, c'est aussi dans les usages qu'ils peuvent avoir avec des fournisseurs à l'étranger, des clients, etc., etc. Donc, je pense que là-dessus, personnellement, faut être vigilant, mais de là à dire que je crierais, disons-le comme ça, au déclin du français, je n'irais absolument pas là. Puis quand tu dis ça a augmenté, ça a diminué, c'est quoi l'horizon de temps dont on parle? Est-ce que c'est les 5 dernières années, les 10 dernières années? On peut parler de plus de 20 ans, à part des données de 2001-2021, avec les recensements Statistiques Canada notamment. Et puis plus récemment aussi, là, je donnais des statistiques de l'ISQ, aussi l'Institut de la statistique du Québec. Un rapport qui est sorti assez récemment, il y a quelques mois, sur des données de 2024. Donc, encore une fois, je pense qu'on a un assez bon portrait. Il faut toujours considérer aussi que les données linguistiques sont basées sur de l'autodéclaration. Hein. C'est beaucoup... Je considère que je parle exactement. Bien, comment est-ce que je suis capable de tenir une conversation? Ça veut dire quoi exactement? Là, après ça, bon. Mais je pense qu'il faut faire attention à pas rentrer dans une certaine forme d'impressionnisme, si je peux le qualifier comme ça. Autant d'un côté que de l'autre, je dirais, je suis allé à centre d'achat, au Carrefour Laval, puis j'ai entendu parler anglais, c'est nécessairement qu'il y a un déclin. Il y a des transformations. Je prends Laval en exemple comme ça, mais la ville de Laval même est en transformation démographique. Il y a des nouveaux groupes qui arrivent, etc. Donc, je pense qu'il faut le voir en termes de dynamique et ne pas sauter à des conclusions là, qui seraient, encore une fois, un peu impressionnistes et puis dire... puis je dirais de l'autre côté aussi, de dire non, que tout va bien. Il ne faut pas non plus tomber dans une certaine forme de jovialisme, mais je ne crierai pas au déclin à ce niveau-là, c'est certain. Puis quand tu regardes, tu as dit oui, tout à fait, nos entreprises, on en parle beaucoup aujourd'hui, on veut exporter aux États-Unis, on veut exporter dans d'autres pays. C'est quelque chose qui est bon pour notre économie, donc on a besoin de parler d'autres langues, puis notamment l'anglais. Donc, c'est sûr que ça joue un rôle dans l'utilisation de l'anglais au milieu de travail. Mais de l'autre côté, en termes d'immigration, sans conteste, on a eu un bond de l'immigration
temporaire depuis la pandémie qui fait que il y a davantage de personnes au Québec et notamment à Montréal qui sont rentrées sans nécessairement suivre les contraintes un peu plus sévères qu'on peut avoir pour de l'immigration permanente où il faut avoir un certain niveau de français, par exemple. Là, à l'immigration temporaire, il y a moins ces règlements-là. Est-ce que ça a contribué aussi à l'utilisation ou à la transformation, comme tu disais, de la langue? Assurément, parce qu'on peut avoir des travailleurs temporaires qui viennent de pays qui ne sont pas francophones ou ce qu'on appelle un peu dans le jargon des francotropes aussi, là, qui est un concept qui peut être un petit peu... ça veut dire quoi exactement? C'est des langues, par exemple, des langues latines, comme l'espagnol, par exemple, qui sont plus... on pense que c'est plus favorable. En fait, c'est basé sur des vraies études, là, mais c'est pas juste on pense que, mais c'est vraiment sur des langues qui sont plus près du français, donc le français serait plus facile à apprendre, etc. Mais disons, si on se limite, entre guillemets, à la francophonie au sens assez large du terme, oui, effectivement, les travailleurs temporaires, il y a des gens qui sont arrivés de pays, par exemple les Philippines ou d'autres pays aussi, où on ne parle pas français. Est-ce que ça pose des enjeux? Certainement. Il y avait quand même une pénurie de main-d'œuvre, assurément, ou enfin une rareté dans certains domaines, dans certains secteurs, dans certaines régions. Donc, on a fait appel à des travailleurs temporaires qui ne parlaient pas français. Ça, on a eu dans l'actualité quelques cas où il y a eu des cas de glottophobie ou, voire plus, un peu aussi sur de discrimination basée sur le fait que la personne, service à la clientèle, par exemple, qui parle pas bien le français, etc. Il y a eu ça a été médiatisé là, dans les dernières années. Mais oui, ça pose des enjeux. Après, on regarde un peu les nouvelles approches des gouvernements, autant des deux paliers, donc autant fédéral que provincial, où on tend à diminuer un peu les travailleurs temporaires, le nombre de travailleurs temporaires. On a eu les derniers chiffres là, pour le Québec aussi, les objectifs là, de 25 000, puis bon, etc., de travailleurs qualifiés. Bon, je pense qu'à ce moment-là, on va peut-être resserrer effectivement sur les travailleurs temporaires puis miser davantage sur une immigration plus choisie, disons, à terme. Donc, dans le contexte québécois, assurément que la place de la langue française va être importante là, dans la sélection. Après, il y a des domaines peut-être où les gens... puis il y a de la francisation au milieu de travail. Il peut y avoir aussi de la socialisation en français. Quand on parle des régions, sauf exception, la plupart des régions au Québec sont davantage francophones que la grande région de Montréal, par exemple. Donc, on peut quand même, sans tomber dans du jovialisme, j'insiste, penser que ces personnes, à terme, vont apprendre un peu de français. Mais je pense qu'il faut... relativiser un petit peu les choses. Dans le secteur maraîcher, secteur agricole, ça fait longtemps qu'on a des gens qui viennent de pays d'Amérique centrale, par exemple, qui parlent espagnol. Est-ce qu'ils apprennent le français en 4-5 mois, 6 mois? Peut-être s'ils reviennent à chaque année, pendant plusieurs années, ils vont finir par apprendre un peu, mais en général, je pense pas. Puis on n'a jamais vraiment entendu dire que ça posait des problèmes et que ça contribuait non plus au déclin du français. Donc, encore une fois, il faut être très prudent avec ces oui, puis tu parlais, il y a des changements dans les politiques d'immigration, certaines restrictions à la fois pour l'immigration temporaire puis un peu pour l'immigration permanente également au Québec. Mais il y a eu aussi au cours des dernières années davantage de règles, de normes, de lois qui ont été mises en place pour tenter justement de protéger davantage le français, notamment au travail. Est-ce que tu peux juste nous faire un portrait un peu de qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années? C'est quoi les gros morceaux, finalement, qui ont été mis en place pour protéger le français? Bien, on revient un petit peu dans le temps, nous, avec une équipe à l'époque, on avait travaillé beaucoup sur la régionalisation de l'immigration. On avait fait un peu le tour du Québec. On avait rencontré plusieurs employeurs. On voulait avoir pas juste le point de vue des employeurs, mais un peu les enjeux, les défis, à la fois des employeurs, mais évidemment des travailleurs issus de l'immigration. Puis à l'époque, ça, c'était avant la pandémie. Donc 2016 à 2019 à peu près qu'on avait fait les recherches, puis des publications qui en ont suivi. Les enjeux pour les employeurs, c'était vraiment d'aller recruter notamment des travailleurs temporaires à l'étranger, ce que ça coûtait en argent. Je me souviens, un employeur qui était parti aux Philippines pour aller recruter 2 personnes, ça lui avait coûté 20 000 $ l'ensemble du processus, etc. Donc, c'est des processus qui étaient longs, qui étaient coûteux, mais longs, mais en même temps moins longs qu'un processus normal, si on veut, puis ça
répondait à un besoin assez immédiat en matière au niveau de l'emploi et tout ça. Et par la suite, évidemment, avec la pandémie parfois le dos large, là, mais disons, avec la pandémie, ça met une coupure historique un peu. Là, ça fait un socle historique là, à partir duquel on peut réfléchir. À partir de la pandémie, on a eu besoin de beaucoup plus de travailleurs. Il est arrivé toutes sortes de choses, notamment dans le système de santé, mais dans d'autres domaines également. Et puis là, il y a eu une politique un peu de porte ouverte, là, autant au fédéral, peut-être davantage au fédéral qu'au provincial. Mais en tout cas, il y a eu une politique de porte ouverte, je l'appellerais comme ça, qui a fait en sorte qu'effectivement, les employeurs ont privilégié beaucoup. Puis là, on assiste un peu à un resserrement important au niveau des politiques publiques. Mais il y a aussi, il y a une restriction au niveau de l'immigration, mais il y a aussi des lois comme la loi 96, des lois qui ont été vraiment mises en place pour, en même temps qu'il y a davantage de personnes qui arrivent, s'assurer qu'on continue à parler français. Exactement. Alors là, c'est ça. Là, j'arrivais un petit peu à ça. C'est là, il y a tout l'enjeu de la francisation. Ça peut être des francisations en milieu de travail, j'y reviendrai, francisation à travers les différents organismes, etc. C'est extrêmement complexe là, de cartographier tout ça puis de voir un peu. Alors, parler de ça en détail, ça prend une personne qui est juriste, là, puis avec des très, très bonnes connaissances sur ça. Mais ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est que si on se place dans la posture d'un employeur, d'une entreprise, c'est clair que ça fait peur. Je dirais ça, là, en termes de cheminement, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, etc., les obligations. Il y a avec le PSTQ aussi, là, la nouvelle qui met fin au programme de l'expérience du Québec, là, le programme de sélection des travailleuses au Québec, là, c'est assez récent. Puis maintenant, c'est obligatoire de parler français. Exactement, c'est obligatoire. Puis maintenant, pour les entreprises aussi, à partir de 25 employés. Donc on a aussi... Donc, c'est quoi, les entreprises avec... À partir de 25 employés et plus doivent faire de la francisation, doivent obtenir éventuellement une certification de l'OQLF aussi, etc. Donc, pour s'assurer que c'est vraiment le français qui prédomine. C'est un milieu, puis c'est le droit à travailler en français qui régit un petit peu, là, si on veut, là, toute cette nouvelle approche, pour le dire comme ça, nouvelle. Là, en fait, c'est une transformation de ce qui existait déjà. Mais si on veut se mettre encore une fois dans les souliers d'un employeur qui peut devenir effectivement un peu plus contraignant. Maintenant, il y a des enjeux philosophiques, etc., culturels. On peut se dire, ouais, mais c'est par là qu'il faut passer pour maintenir le français, etc. Ça, c'est un débat peut-être sur lequel on n'entrera pas aujourd'hui. Mais d'un point de vue des employeurs, effectivement, il y a toute cette question de francisation, d'aller chercher un certificat, donner du temps aussi parce que l'apprentissage du français doit se faire en milieu de travail. Et si ce n'est pas le cas, l'employeur doit permettre aux employés concernés d'aller suivre des cours dans le réseau de la francisation à travers ce nouveau, de moins en moins nouveau, là, mais enfin, cette nouvelle instance qui s'appelle Francisation Québec, mais qui délègue aussi sur le terrain à différents organismes pour la francisation. Un détail, mais en même temps, c'est important, les employeurs reçoivent jusqu'à un maximum de 26 $ de l'heure par employé qui vont se franciser, pendant que ces employés-là... Une compensation, effectivement, qui couvre une partie du salaire ou la totalité, dépendamment des salaires, des rémunérations, donc pour que ces personnes puissent se franciser. Mais c'est certain que si on est un employeur et on voit que donc il y a ces normes, ces demandes par rapport à la francisation, on ajoute à ça aussi des nouvelles normes par rapport à la documentation en français dans l'organisation. Mm-hmm. Une des choses sur lesquelles on a été interpellé au cours des dernières années, c'est de dire, oui, mais ça augmente le coût pour les entreprises, mais ça désincite à grandir au Québec parce qu'on ajoute une étage de réglementation qui n'existe pas ailleurs. Puis, je trouve que c'est une question extrêmement inconfortable parce que, à la fois, c'est un coût qu'on accepte collectivement, mais quand est-ce que ce coût devient trop grand? Bien, déjà, pour la première partie de ton commentaire, de ta question, assurément, ça peut accroître les coûts. Puis les coûts, ça peut être des coûts en argent, des coûts financiers. Puis ça peut être des coûts en d'autres types de ressources qu'il faut mobiliser, etc. Donc, assurément qu'il y a une contrainte, appelons-la comme ça. C'est une forme de contrainte. Après, on peut s'entendre sur une espèce de pacte social que les entreprises doivent le faire ou non. J'insiste, là, c'est un autre débat, mais il y a assurément une contrainte. Et à partir de quand ça devient trop,
ça dépend je ferai une réponse un peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire ça va dépendre des ressources qui sont disponibles par l'entreprise. Une petite entreprise de 26 employés qui est maintenant assujettie à cette nouvelle loi, est-ce qu'elle a les mêmes ressources qu'une entreprise de 500 employés? Est-ce qu'elle peut compenser la personne pendant qu'elle suit ses cours de français? Est-ce qu'un collègue, une collègue peut la remplacer, etc.? Donc, tu vois, alors, il faut vraiment, je dirais pas c'est du cas par cas, mais c'est un peu ça l'idée, quelque part, pour vraiment avoir une bonne compréhension des enjeux, des défis auxquels font face les employeurs avec ces nouvelles mesures. Après, on pourrait discuter du fait que ces mesures font en sorte qu'on assure une certaine cohérence au niveau de la société, entre les employeurs, les institutions, etc., la culture québécoise francophone, j'insiste, parce que culture québécoise, ça aussi, on pourrait en discuter longtemps, ce que ça veut dire de nos jours, mais donc, on pourrait dire, bien, ça assure une certaine cohérence, qu'il y a une certaine standardisation dans les pratiques, et tout le monde va se franciser, tout le monde va utiliser le français, surtout, en milieu de travail, etc., mais de l'autre côté, assurément qu'à court terme, peut-être que les enjeux sont négatifs, on va le dire comme ça, sont plus grands dans le sens que est-ce que ça va devenir pour les employeurs, un peu comme tu le mentionnais, de vouloir croître? Est-ce que ça va limiter? Hein? On pourrait toujours dire, bien, il y a l'automatisation, on pourrait remplacer aussi, mais là aussi, il y a des coûts, etc. Il y a des risques qui sont liés à ça. Les robots ne parlent aucune langue, c'est ça? Les robots ne parlent aucune langue, effectivement. Après, est-ce que c'est attractif pour des investisseurs à l'international, pour des conseils d'administration? Je veux pas jouer à la campagne de peur, mais tu sais, c'est toutes des questions qui sont aussi légitimes à poser. Des emplois de très, très haut niveau, on a besoin de gens avec des compétences très, très spécifiques. On retrouve peu ici, pas parce que, tu sais, pour toutes sortes de raisons. Est-ce que ces personnes-là doivent absolument, tu sais, parler français après un temps assez limité, etc.? C'est toutes des questions qui sont, à mon avis, qui sont légitimes, mais ça fait partie du débat social aussi par rapport à développement économique, favoriser justement l'emploi, les entreprises, la croissance des entreprises. On sait qu'avec la guerre tarifaire, comme on l'appelle communément avec les États-Unis, c'est important aussi de développer de nouveaux marchés. On a besoin donc, même en Asie, tout ça, les gens vont parler anglais, donc avoir de l'anglais, jusqu'où l'usage du français, etc. Donc, c'est plein de... Si on fait un 360 degrés de tout ça, là, ce sont des défis auxquels les employeurs font face et qui sont importants. Et puis, les critiques sont aussi légitimes à ce niveau-là. Puis, est-ce que... je sais pas, si on regarde ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des endroits qui sont confrontés aux mêmes défis que nous, desquels on voudrait s'inspirer? J'y pense parce que sur la réglementation, il y a eu une étude récemment de Statistique Canada qui démontrait que d'additionner de la réglementation, ça avait vraiment un coût pour le Canada dans son ensemble. C'était pas le Québec spécifique au Québec, mais pour le Canada dans son ensemble. Fait que c'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui de penser à alléger la réglementation, faciliter, parce qu'on est dans un contexte de ralentissement économique, puis c'est une des mesures auxquelles on pense beaucoup au Canada, mais comment on réfléchit à ça au niveau linguistique? Bien, c'est certain que si on ajoute des mesures au niveau linguistique, on ajoute des mesures dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on accroît la bureaucratie, la paperasse, comme on dit communément, etc. C'est certain que vient avec ça. Alors, je pense que le rôle des instances publiques, des gouvernements, c'est s'assurer, dans un contexte comme le contexte québécois, qui est un contexte quand même qui est constamment... qui est minoritaire, d'une part, et qui, donc, on doit toujours avoir une certaine vigie, pour pas dire une vigilance là, sur le français, pour pas, parce que s'il n'y avait pas eu, par exemple, la loi 101, en 1977, est-ce qu'on parlera encore français communément ici? Je ne suis pas convaincu. Donc, la réglementation, les lois sont importantes aussi. Alors, c'est de trouver cet équilibre-là. Là, j'aimerais pas autant être un employeur que quelqu'un qui fait des lois à ce niveau-là, parce que trouver cet équilibre entre favoriser une certaine, j'appellerais ça une fluidité pour les employeurs, d'être capable justement d'être agile, etc., de réagir à des logiques de marché qui sont, puis ces temps-ci, les logiques de marché sont quand même assez instables, on va le dire comme ça, on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc, favoriser ça tout en maintenant quand même l'importance pour la société québécoise, la culture québécoise francophone, j'insiste, là, pas juste québécoise, mais
québécoises francophones, de pouvoir se maintenir, etc. Ma réponse va être un petit peu, là aussi, un peu insatisfaisante, mais c'est clairement un jeu d'équilibristes. Là où on peut peut-être questionner les nouvelles mesures qui ont été mises en place, si je me place encore une fois dans les souliers d'un employeur, c'est est-ce qu'on a assez écouté toutes les parties prenantes sur ces questions-là avant de poser des gestes concrets, c'est-à-dire avant d'imposer des nouvelles normes, etc. J'irais presque à dire poser la question, c'est y répondre, mais on peut se poser minimalement la question, est-ce que tout le monde est écouté sur les réalités des employeurs, etc. Donc, sur le développement économique, finalement. Plaçons-nous maintenant dans les souliers des travailleurs. Oui. La transformation, tu disais pas de déclin, mais une transformation du français. Comment ça se vit dans les milieux de travail? Quel est l'impact finalement sur les travailleurs, les travailleuses de cette transformation? Bon, j'ai pas d'études à l'appui. Je suis en train de travailler là-dessus, justement. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les niveaux un petit peu plus organisationnels, les interactions, etc. Là, davantage, bien, c'est pas que l'autre n'est pas important, mais tu sais, c'est avoir une approche systémique, mais en même temps, à l'intérieur de ça, voir comment ça se produit. Comment ça se passe? Bien évidemment, chaque secteur est différent. Là aussi, réponse un peu plate. Mais je pense que d'une manière générale, je pense pas qu'il y ait particulièrement d'enjeux. Si on prend dans la région de Montréal, certainement que parfois, il y a peut-être des employés qui maîtrisent moins bien le français, qui sentent que leurs compétences ne sont pas mises à profit complètement parce qu'ils ne parlent pas complètement français ou assez bien pour bien suivre, intégrer des réunions de travail, proposer des nouvelles choses, etc. Et là, c'est aux organisations. Puis là, on embarque sur un autre sujet, mais qui est intimement lié, c'est-à-dire celui de la gestion de la diversité. Et dans comme ce cas-ci, employeur, comment je fais pour s'assurer qu'une personne qui parle peut-être pas à 100% français ou français comme nous puisse être utilisée à son plein potentiel. Exactement. Puis ces personnes se sentent à l'aise de contribuer, de participer. Alors ça, j'ai entendu ça souvent. Je sens pas que je maîtrise assez bien. Donc, c'est que à la fois les politiques des organisations, mais aussi même au niveau des employés, au niveau des collègues de travail, que tout le monde soit un peu pas juste un peu, mais sensibilisé au fait que si on se met à parler rapidement avec des expressions un petit peu plus locales, disons-le comme ça, puis quelqu'un arrive, même quelqu'un qui est francophone, des fois, peut avoir un petit peu de difficulté là, à suivre, puis à contribuer, en fait, à une réunion de travail, à trouver des solutions à un enjeu particulier. Puis ça, c'est je dirais, dans à peu près tous les secteurs d'activité, on peut retrouver un peu ça. J'ai une petite anecdote, un soudeur de Tunisie qui me raconte, il était dans une région, là, près de la région de la capitale nationale, et qui me raconte que quand il est arrivé, bien, toutes les expressions c'était dans le domaine plus industriel, manufacturier et tout, les expressions étaient beaucoup en anglais, parce qu'on utilise beaucoup de termes en anglais aussi encore, des tours de mécanique, etc. Il comprenait pas. Il disait, ben moi, on m'a sélectionné, notamment parce que je parlais français. Mais finalement, on parle anglais. Puis finalement, il y a plein de mots en anglais que je ne comprends pas. Donc, tu vois comment cet environnement-là, langagier, je l'appellerais comme ça, et il est complexe. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour pleinement intégrer je pense que ce qui fonctionne, c'est d'avoir une approche où il y a des moments, je les appellerais comme ça, des moments de l'entreprise où il faut être assez clair sur l'importance de la langue commune, qui est la langue, le français. Mais comme des réunions, comme des réunions, des moments où il y a des enjeux de sécurité, par exemple, etc. Ça peut puis il y en a plusieurs entreprises là, il y a des secteurs à l'intérieur même de l'entreprise qui a des, je sais pas, un laboratoire, dans une usine, etc. Là, on parle français. Là, on parle français. C'est important que tout le monde puisse bien communiquer, notamment s'il arrive quelque chose, une mauvaise compréhension, malentendu, d'un point de vue communicationnel. On sait que c'est important, la communication dans les organisations peut entraîner des problèmes. Une évaluation, peut-être? Une évaluation aussi, hein, tout à fait. Alors que dans d'autres moments où on est un petit peu plus dans des moments de temps mort, ça peut être cafétéria, des moments un petit peu plus informels, disons-le comme ça, la fameuse machine à café. Mais je pense qu'il faut... Personnellement, je serais dans une approche beaucoup plus flexible, disons-le comme ça, où les gens peuvent aussi, parce que mentalement, pour des gens dont la langue, parfois, c'est peut-être la troisième langue, le français, peut être fatigant. Ça peut être très fatigant. Puis je pense que ça s'inscrit tout ça, là, sans vouloir trop étirer mon élastique, là, de faire des liens, mais tu sais, gestion de la diversité, mais aussi espèce de sécurité psychologique des employés. On parle beaucoup de ça maintenant, si on aborde d'autres thèmes, là. Donc, je pense que
être ouvert à ces situations-là, bien comprendre que des travailleurs récemment arrivés, puis même des fois avec des gens qui sont là depuis un peu plus de temps, vivent aussi un stress par rapport à toutes ces questions-là. Et donc alors, on voit très bien que gérer une entreprise de nos jours, c'est très complexe. On ajoute à ça une certaine bureaucratisation, une formalisation sur les questions linguistiques, pour revenir à notre sujet, fait en sorte qu'effectivement, là, on vient de rajouter une couche à cette complexité-là. Donc, et je pense que les entreprises doivent se doter aussi de personnes qui ont une bonne compréhension de ces enjeux-là. Comme des gestionnaires de ressources humaines qui vont avoir... Gestionnaire de ressources humaines, quand on peut le faire, ou minimalement, même moi, je suis assez partisan du fait que c'est pas juste... la responsabilité ne doit pas juste venir des personnes aux ressources humaines. Ça met beaucoup de pression sur ces personnes-là pour régler toutes sortes de problèmes. Puis souvent, on a tendance à dire aussi, bien, elles vont s'occuper de ça. Nous autres, on va s'occuper de la vraie chose, c'est-à-dire la vraie business. Je pense que tout le monde doit avoir une part de responsabilité à quelque part. Puis je suis convaincu, c'est basé sur des études, c'est aussi basé sur des expériences personnelles, des expériences de terrain aussi, pour avoir parlé à plusieurs employeurs, je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs personnes formées à l'étranger aussi, etc. Mais je suis convaincu que quand on arrive à transformer notre organisation à ce niveau-là, tout le monde est un peu sensibilisé à ça. On rentre dans cette logique interculturelle, mais qui comprend une dimension linguistique extrêmement importante. Je pense on arrive à faire plus. Ceci étant dit, j'insiste, par rapport aux nouvelles règles, j'assistais dernièrement à un balado, petite plug ici, du Conseil du patronat. Pendant 1 heure, il y a une avocate qui expliquait les nouvelles règles, etc. C'est d'une complexité énorme. Et je pense que... Les nouvelles règles pour recruter à l'international. Recruter, non, des règles de francisation à l'interne aussi, etc. Okay. Mais aussi pour le recrutement, effectivement. C'est extrêmement complexe. Il faut vraiment bien se faire expliciter. Puis je pense là-dessus, il y a peut-être un rôle des gouvernements. Je ne vais pas cibler un gouvernement particulier, là, des gouvernements, de rendre la chose un peu plus facile pour les employeurs, pour qu'ils puissent justement... continuer de produire, de continuer d'être rentable, de développer de nouveaux marchés à l'international, etc., etc. Là, je pense qu'il y a une responsabilité. Puis des fois, je ne suis pas certain que ça soit toujours pris en considération là, dans la balance des décisionnels. Sébastien, c'était extrêmement fascinant, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci beaucoup, Amina, de l'invitation. Très agréable.